Imaginez un fil. Un fil d'apparence ordinaire, d'une couleur jaune doré, doux au toucher, que l'on pourrait enrouler autour de son doigt. Maintenant, imaginez que ce même fil, à poids égal, est 5 fois plus résistant que l'acier. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le Kevlar, le matériau dont on fait les gilets pare-balles, les casques, les câbles ultra résistants et même des pièces pour les vaisseaux spatiaux. L'histoire de sa création est une véritable architecture moléculaire, où les scientifiques ont appris à aligner des molécules en rang parfaitement droit, comme des soldats à la parade, pour créer un matériau aux propriétés quasi surnaturelles. Pénétrons dans le sein des saints, l'usine chimique où, à partir de 2 poudres d'apparence banale, naît ce matériau de super-héros. Tout ne commence pas par le feu ni par la roche en fusion, mais dans le silence d'un laboratoire et dans de gigantesques réacteurs en acier inoxydable. Nous avons 2 protagonistes, 2 composants chimiques à l'apparence assez banale. Le premier est une poudre, le second, une substance aux allures de cristaux en forme d'aiguille, appelée chlorure de téréphthaloïl. C'est notre Lego moléculaire. Imaginez que la première molécule a 2 mains et la seconde 2 crochets. Le défi consiste à les forcer à se prendre la main pour former une chaîne incroyablement longue et solide. Ce processus s'appelle la polymérisation. Dans un réacteur immense et parfaitement propre, on charge ces 2 poudres et on y ajoute un solvant spécial pour qu'elles puissent se déplacer et se trouver. Puis, on commence à agiter le réacteur. Et là, la réaction chimique se produit. Les mains et les crochets s'accrochent, molécule après molécule, formant une très longue macromolécule, semblable à un spaghetti. La réaction libère un sous-produit, l'acide chlorhydrique, ce qui rend le mélange extrêmement agressif et corrosif. Au bout d'un certain temps, le liquide dans le réacteur se transforme en une masse épaisse, visqueuse, de couleur dorée, semblable à du miel. Ce n'est plus un simple mélange. C'est un polymère appelé poly-p-phénylène téréphthalamide. Mais ce n'est pas encore le Kevlar, c'est seulement son embryon. Et c'est là que surgit un premier problème de taille. Ce nouveau polymère est incroyablement tenace. Ces molécules sont si droites, si rigides, et s'attirent si fortement les unes les autres que, dans le solvant, elles s'agglutinent immédiatement pour former des cristaux solides. Notre masse dorée et épaisse n'est en réalité pas une solution, mais une suspension, semblable à un gel, où des particules solides flottent dans un liquide. Essayer de faire une fibre à partir de ça, c'est comme tenter de faire passer du sable mouillé par le chat d'une aiguille. Ça ne marchera jamais. Pour transformer ce gel en quelque chose dont on peut tirer un fil, il faut le dissoudre complètement. Mais comment dissoudre ce qui est pratiquement insoluble? Il faut un super solvant. Et les scientifiques l'ont trouvé. C'est l'acide sulfurique concentré. Imaginez, pour dompter ce polymère ultra résistant, il faut le plonger dans l'une des substances les plus corrosives et dangereuses connues de l'homme. La masse polymère épaisse est délicatement, et avec toutes les précautions de sécurité, mélangée à de l'acide sulfurique concentré et froid. Et un miracle se produit. L'acide brise les faibles liaisons entre les chaînes, les forçant à se lâcher les unes les autres et à se disperser dans la solution. Mais le plus important, c'est que les molécules rigides et en forme de bâtonnets du Kevlar, dans cette solution, ne se comportent pas de manière chaotique comme les polymères ordinaires, mais forment ce qu'on appelle une solution de cristaux liquides. Cela signifie qu'elles s'alignent d'elles-mêmes en groupes parallèles, comme des bûches flottant au gré du courant. C'est le moment clé.
Déjà à ce stade, alors qu'elles sont encore à l'état liquide, les molécules commencent à se préparer pour leur future super résistance. Maintenant, cette solution de cristaux liquides, épaisse et visqueuse comme de la résine, est prête à devenir une fibre. Commence alors un processus appelé filage au jet sec humide. La solution est acheminée sous une pression énorme vers une pièce spéciale appelée une filière. C'est une plaque de métal percée de centaines de trous microscopiques, chacun plus fin qu'un cheveu humain. La solution est poussée avec une force incroyable à travers ces trous, et de l'autre côté apparaissent des centaines de filaments très fins et brillants. Mais ils ne sortent pas simplement dans l'air. D'abord, ils traversent un petit interstice d'air, de quelques millimètres à peine, où ils s'étirent légèrement, et les molécules, déjà partiellement ordonnées, s'alignent de manière encore plus parallèle. Puis, ces filaments encore liquides plongent immédiatement dans un bain de coagulation. C'est un bassin d'eau froide ou d'une solution spéciale. Lorsque la solution acide chaude rencontre l'eau froide, un durcissement brutal se produit. L'acide est éliminé et les chaînes de polymères se figent dans cette position parfaitement ordonnée où elles se trouvaient. Sous nos yeux, le liquide s'est transformé en une fibre solide, mais toujours flexible et dorée. Du bain de coagulation sort une mèche composée de centaines de filaments individuels. Mais elle est encore imprégnée de résidus d'acide et d'eau. Elle passe donc par toute une série de bains de rinçage où elle est soigneusement nettoyée, puis par des chambres de séchage, où toute l'humidité est éliminée. Nous avons maintenant une fibre de Kevlar propre et sèche. Elle est déjà extraordinairement résistante, mais ce n'est pas encore sa limite. Pour atteindre des performances maximales, la fibre subit une épreuve finale, l'étirage thermique. La mèche de fibre est chauffée à haute température, 3 ou 400 degrés Celsius, pour la rendre légèrement plastique, et elle passe à travers un système de rouleaux tournant à des vitesses différentes. Les rouleaux suivants tournent plus vite que les précédents, ce qui force la fibre à s'étirer. Cet étirement final accomplit quelque chose d'incroyable au niveau moléculaire. Il élimine les moindres défauts d'orientation restants, forçant absolument toutes les longues et rigides chaînes moléculaires à s'aligner en lignes parfaitement parallèles le long de l'axe de la fibre. Elles se compactent de manière aussi dense et ordonnée que possible. Toute la force de milliards de liaisons intermoléculaires travaille désormais dans une seule direction. C'est comme comparer un tas de pailles éparpillées à une corde tressée serrée avec ces mêmes pailles. C'est cet ordre parfait qui confère au Kevlar sa résistance légendaire à la traction. Après cet entraînement final, la fibre est refroidie et enroulée sur d'énormes bobines. C'est le produit fini, un fil infini, brillant, doré, doux au toucher, mais capable d'arrêter une balle. À partir de ces bobines, on le tissera en tissu pour les gilets pare-balles, on le tressera en câble pour les ponts suspendus, ou on l'intégrera dans les matériaux composites des monoplaces de Formule 1. Et tout cela est le résultat d'un parcours incroyablement complexe, depuis 2 simples poudres jusqu'à une armée de molécules parfaitement ordonnées, se tenant épaule contre épaule, prêtes à supporter des charges qui semblent impossibles. Le marché des fibres d'aramide, dont le Kevlar est le roi, est une industrie mondiale qui pèse plus de 3 milliards de dollars par an. Et ce chiffre ne cesse de croître, car l'humanité trouve sans cesse de nouvelles façons d'utiliser ce matériau, là où les matériaux ordinaires jettent l'éponge. Chaque année, dans le monde, plus d'1,5 milliard de tonnes d'acier sont coulées. Mais seule une infime partie de cette masse se transforme en véritables géants. Des arbres de transmission longs comme un bus et lourds comme un char d'assaut,
capables de faire tourner des turbines, de propulser des navires et de résister aux assauts des éléments. On ne les emboutit pas, on les forge, on les trempe et on les polit avec une précision au dixième de millimètre près. C'est une histoire de puissance, de feu et d'acier domptée par l'homme. Mais le plus fascinant n'est pas dans le processus. Il y a un détail qui n'est mentionné dans aucune fiche technique. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez pourquoi même l'acier le plus résistant finit parfois par céder. Tout ne commence pas sur une machine-outil, mais dans un atelier de fusion, là où le métal n'est pas encore de l'acier, mais juste une idée, une lueur ardente au-dessus des creusets. Les arbres pour turbines ou hélices ne sont pas faits de n'importe quoi, mais uniquement d'acier allié à haute résistance, où tout est calculé. Le nickel pour la ténacité, le chrome pour la solidité, le molybdène, pour qu'il ne frémisse même pas sous des rotations folles. Le métal est chargé dans le four, chauffé à 1600 degrés Celsius, et il fond, lourd, dense comme du magma. Toutes les impuretés, scories, gaz, microdébris, sont impérativement éliminées. Après la fusion, le métal est coulé dans des moules. Mais ce n'est pas encore la pièce finie, juste un lingot, épais, brut, comme une billette qui pèse parfois de 20 à 100 tonnes, selon sa future destination. Cette ébauche retourne au feu. Elle est chauffée dans un four de forge, à une température d'environ 1250 degrés, jusqu'à ce que l'acier devienne d'un jaune éclatant, presque blanc, mais pas encore liquide. Dans cet état, il est malléable comme une pâte fraîche, mais son poids, lui, ne disparaît pas. Plusieurs dizaines de tonnes de masse incandescente que l'on ne peut pas pousser avec une pelle. La future ébauche est extraite par un pont roulant et la préparation au forgeage commence. Et c'est alors que le futur arbre se retrouve sous une presse hydraulique. Une presse de 20 000 tonnes de pression, parfois même plus. Sous la presse, la masse commence à s'étirer, à se compacter, à passer d'un simple lingot à une forme fonctionnelle. Les ouvriers surveillant la température, les axes, les fissures qui pourraient anéantir toute la pièce. Ici, personne ne se presse. Le temps et la force doivent travailler de concert. Chaque compression est un jeu avec la plasticité. La presse réorganise la structure granulaire de l'acier, la renforce le long de l'axe, lui ajoute de la ténacité, de l'endurance. Car cet arbre ira ensuite dans une turbine qui fonctionne sous des charges allant jusqu'à 600 tours par minute et un vent de plus de 90 km par heure, ou sur une hélice qui doit propulser un navire à travers les tempêtes. Quand l'arbre est déjà forgé et a un peu refroidi, commence l'étape sans laquelle il ne résistera pas au vent, ne supportera pas le couple de l'hélice, ne survivra pas aux charges de torsion. Il faut le tremper. Chaque arbre représente des dizaines de tonnes d'acier, et la température en son cœur baisse plus lentement qu'à l'extérieur. C'est pourquoi on le réchauffe d'abord entièrement à nouveau, jusqu'à près de 1000 degrés, parfois plus, selon la nuance de l'acier. C'est l'austénitisation. La structure du réseau cristallin change. L'acier devient plus homogène, prêt à encaisser les chocs et les charges à venir. Ce réchauffage dure des heures, parfois plus d'une journée. La température est maintenue stable dans des fours plus grands qu'un garage de bus, avec un pupitre de commande qui ressemble davantage à la salle de contrôle d'un réacteur. Là, on contrôle chaque degré, car en cas de surchauffe ou de saut de température, l'arbre se déformera et il n'ira ni dans une turbine, ni sur un navire. Après le chauffage, la trempe. Un refroidissement brutal. L'arbre géant est soulevé par des grues et des chaînes au-dessus d'un bain d'eau ou d'huile, et parfois de solutions polymères.
Le métal, chauffé à blanc, plonge en sifflant dans le bain. De la vapeur s'échappe de la surface, et le bruit est tel qu'on ne survivrait pas sans bouchon d'oreille. La température chute de 900 à 100 degrés en quelques minutes, et tout change dans l'acier. Une structure martensitique apparaît, dure comme l'os, prête à encaisser la charge. Mais elle est fragile. Et pour supprimer cette rigidité excessive, on procède ensuite au revenu de l'arbre. C'est l'étape suivante. Une température d'environ 550 degrés, parfois plus. Ici, la structure se stabilise, les tensions diminuent, l'âme du métal s'apaise. Ce processus se déroule lentement, jusqu'à 24 heures, selon les dimensions. L'arbre se transforme progressivement en un équilibre de solidité et de plasticité, en un véritable muscle de métal. Après le traitement thermique, l'arbre est déjà une force. Mais une force brute, pas encore domptée. À l'extérieur, il est noir, couvert de calamine. Sa surface ressemble à la peau d'un dragon. Irrégulière, avec de petites cavités par endroits. Des éclats de brillance ici, des traces de suie là. On ne peut pas le monter tel quel dans une turbine ou sur une hélice. Il faut l'amener à la précision, à un éclat de miroir, au micron près. On commence par un usinage grossier. L'énorme arbre, qui pèse autant qu'un char, est placé sur un centre de tournage-fraisage. Mais pas n'importe lequel. Ici, la machine ressemble plus à une structure souterraine. Un bâti avec un guide massif, un chariot de la taille d'une armoire, un mandrin qui fait tourner des pièces de plusieurs dizaines de tonnes. Et quand ce chariot touche le métal, des étincelles jaillissent, des copeaux volent, et le bruit est tel qu'on l'entend jusqu'au toit. On ne polit pas qu'une seule fois. Après le tournage grossier, vient le fraisage des zones d'ajustement, des trous pour les clavettes, des brides, des rainures. Ici, on ne mesure pas à l'œil nu. Des lasers, des scanners 3D, des micromètres, des capteurs spéciaux qui détectent des écarts de l'ordre du dixième de millimètre. Quand la forme est déjà définie, vient le plus délicat, le polissage de finition. La surface est frottée jusqu'à ce qu'elle commence à briller comme du mercure. Des cylindres abrasifs tournent à grande vitesse, avec un système de refroidissement. Pendant le travail, la température atteint encore 150 degrés, mais elle est contrôlée, dans des limites qui ne perturberont pas la structure. Parfois, selon les exigences du client, on ajoute un rechargement laser ou un chromage pour protéger de la corrosion ou de l'usure. C'est particulièrement important pour les arbres marins, car là-bas, le sel, l'humidité, la pression ne pardonnent pas la rouille. À la fin, l'arbre subit un équilibrage dynamique. On le fait tourner à haute vitesse, 600 ou 800 tours par minute, selon le modèle. Des capteurs enregistrent les micro-vibrations et des spécialistes ajoutent ou enlèvent des grammes de métal là où c'est nécessaire. Pour qu'en service, l'arbre file droit comme une flèche, sans battement, sans vibration. Au final, ce qui n'était il y a quelques semaines qu'un morceau de métal incandescent est maintenant un axe de rotation parfaitement ajusté qui ira dans une éolienne, dans le propulseur d'un navire ou dans un géant industriel. Lisse, miroitant, avec un poinçon de qualité et un numéro de série, il attend son voyage vers la mer, la steppe, ou là où une force de rotation précise est requise. L'arbre est prêt. Il brille, pèse plusieurs dizaines de tonnes et est long comme un bus de ville. Mais il faut encore le livrer là où il deviendra le cœur d'une turbine ou l'hélice d'un navire. Pour cela, on fait appel à l'artillerie lourde, des plateformes à 12 ou 20 essieux, une grue de 300 tonnes, une escorte
une autorisation de circulation et même le démontage de lignes électriques. L'arbre est arrimé avec des chaînes tendues, comme sur un char, car le moindre déplacement, et ce sont des millions de dégâts. Il avance lentement, avec des gyrophares, parfois la nuit, pour ne pas bloquer les routes. Sur place, le levage, centimètre par centimètre, car le châssis attend déjà. Le montage, c'est de la précision. Tout doit coïncider au micron près, car une telle masse ne donne pas de seconde chance. Et voilà, l'arbre est en place. Mais dès que la turbine sera lancée, il commencera à faire tourner le monde. Imagine une machine qui, d'un seul coup, comprime de l'acier comme si c'était du papier. Les presses hydrauliques, c'est pas juste de la mécanique, ce sont des monstres de puissance qui travaillent sous une pression de plusieurs milliers de tonnes. Un seul faux mouvement, et une pièce qui vaut une fortune finit à la ferraille. Comment on pilote ces géants? Comment un bloc de métal chauffé à blanc se transforme en une pièce pour un réacteur, un pont ou une turbine? Et pourquoi, ici, chaque millimètre compte? Aujourd'hui, tu vas voir une production où l'air lui-même vibre, et tu comprendras pourquoi le forgage du métal ressemble encore à un orage contrôlé. Regarde bien, ça va être puissant. Une presse hydraulique, c'est une machine surpuissante qui utilise la force d'un liquide, généralement de l'huile, sous très haute pression pour appliquer une force de compression énorme sur une pièce métallique brute, qu'on appelle le lopin. Le principe, c'est la loi de Pascal. La pression créée dans le liquide se transmet partout pareil, dans toutes les directions, ce qui permet d'obtenir une force gigantesque, même avec un effort relativement faible sur le piston initial. Malin! Pour le forgeage, on utilise de gros lingots de métal, le plus souvent de l'acier, mais ça peut être d'autres métaux aussi. Ces lingots peuvent avoir différentes formes, carrés, ronds, polygonaux. Le lingot, chauffé jusqu'à luire d'un orange éclatant, sort du four. On dirait un morceau de soleil. Sa température dépasse les 1000 degrés. Il dégage une chaleur intense, comme si t'étais collé à un brasier. Un opérateur l'attrape délicatement avec une pince ou une sorte de louche spéciale. Et pendant un instant, une tension règne dans l'atelier. Tous les regards sont fixés sur ce noyau d'énergie. Et puis, un bruit sourd. La presse de forge hydraulique abat avec fracas son pied de plusieurs tonnes sur le lingot. À chaque coup, le métal incandescent change de forme. Il s'écrase, s'allonge, se courbe. La force de l'impact fait tout vibrer dans l'air, du sol jusqu'à ta cage thoracique. Des étincelles jaillissent de partout, de la vapeur monte et une bourrasque de poussière brûlante s'échappe dessous le pilon de forge. C'est pas juste de la production, ce sont les éléments, domptés par l'homme. Sur la presse, on installe des outils de spéciaux qui vont définir la forme de la future pièce. Ça peut être des tas-plats ou découpés, des plaques pour l'écrasement, ou des matrices spécifiques pour former des profils complexes. Le lopin chauffé est amené par un pont roulant ou un manipulateur et posé sur la table de travail de la presse. Le poids de ces lingots peut atteindre des dizaines, voire des centaines de tonnes. L'opérateur lance la presse. Sous la pression du liquide hydraulique, le piston avec son outil, le poinçon ou le tas, commence à descendre, compressant le lopin avec une force colossale sur les presses modernes. Ça peut être des centaines, voire des milliers de tonnes de pression. Le lopin est comprimé sur toute son épaisseur, ce qui modifie sa forme et sa structure interne.
Ça permet d'obtenir un métal plus dense, plus homogène, sans vide ni fissure. Pour que la pièce prenne la forme voulue, on la retourne plusieurs fois et on la compresse sous différents angles. On répète le processus en plusieurs étapes, en se rapprochant progressivement de la forme finale. À certaines étapes, la presse peut non seulement comprimer, mais aussi étirer le métal pour obtenir des pièces de différentes épaisseurs ou longueurs. Cette machine hydraulique géante n'agit pas au hasard. Son travail est piloté par des automatismes avec une précision au millimètre près. L'opérateur surveille attentivement tous les paramètres, la température du métal, la pression dans le système hydraulique, la position des outils, tout doit être parfait. Un coup de trop ou une pression trop forte et la pièce part au rebut, tandis que la machine risque d'être endommagée. Pour éviter ça, le système corrige chaque mouvement en temps réel. L'opérateur n'est pas juste un spectateur, c'est le chef d'orchestre de ce processus, qui fait confiance à l'automatisme, mais intervient quand c'est nécessaire. La presse hydraulique permet de contrôler très précisément la force de compression, la vitesse et la position de l'outil. Ça garantit une qualité uniforme sur toute la section de la pièce, même si elle est énorme. Contrairement au forgage au marteau, où l'impact peut créer une structure irrégulière, la presse comprime le métal doucement et uniformément. Ça forme une structure à grains fins, très solide dans toute la pièce. Les presses hydrauliques sont utilisées pour forger des lingots pesant d'une demi-tonne jusqu'à 170 tonnes, et même plus, ce qui est impossible à faire avec des marteaux. Les technologies d'Apilala modernes permettent aussi de réduire le nombre de fois où il faut réchauffer la pièce, ce qui économise de l'énergie et augmente la productivité. Ces presses hydrauliques géantes servent à fabriquer quoi, au juste? Eh bien, des essieux pour les locomotives et les wagons, des arbres de turbines, des cuves de réacteurs nucléaires, des éléments de pont et de structures de bâtiments, des pièces pour l'énergie, la construction navale, l'aviation. Bref, du lourd. Pour qu'une presse hydraulique fonctionne bien, c'est important de vérifier régulièrement le niveau et la qualité de l'huile hydraulique, changer les filtres, contrôler les joints pour éviter les fuites et purger l'air du système pour prévenir les ratés. Dans l'immense atelier, les stations de moulage s'enchaînent. C'est une ligne automatisée où le métal prend déjà une préforme avant même d'être chauffé. Des mélanges de sable modernes sont combinés à des réactifs chimiques pour créer des moules ultra précis. En quelques secondes à peine, ils durcissent et sont prêts à recevoir le métal liquide. Chaque étape est sous contrôle. La pression, l'humidité du sable, même le micro-relief à l'intérieur du moule. Quand tout est prêt, le métal fondu est versé dans les moules et sa transformation commence, passant de lave incandescente à des pièces au contour net, avec des tolérances minimales. Ce sont ces pièces moulées qu'on utilisera ensuite dans les systèmes hydrauliques, les turbines, les machines, partout où il faut une précision et une résistance maximale. Dans la fabrication des tubes sans soudure, tout commence avec des billettes métalliques massives, chauffées à 1000 degrés. Elles luisent comme de la lave volcanique et passent aussitôt sous une presse, mais au lieu de les aplatir, la machine perce littéralement leur centre pour créer un trou. Ensuite, la billette est étirée tout en tournant sur elle-même. Comme ça, le métal s'allonge uniformément pour former un tube long et résistant, sans aucune soudure. Après ça, c'est le calibrage précis. On redresse le tube, on lui donne sa forme et son épaisseur de paroi idéale. Puis, traitement thermique,
un refroidissement contrôlé ou un nouveau chauffage pour renforcer la structure du métal. Pour finir, les tubes sont coupés, marqués et, le plus important, contrôlés pour détecter les défauts. Des tests aux ultrasons et visuels garantissent qu'il n'y a pas la moindre micro-fissure à l'intérieur. Parce que ces tubes, ils vont travailler sous pression, dans les profondeurs de la Terre ou au cœur des systèmes hydrauliques, là où la fiabilité doit être absolue. Le processus de création des câbles et des ressorts en acier, c'est une symphonie de force et de précision. Tout part de fils d'acier fins mais incroyablement résistants. On les étire, on les trempe, on les traite thermiquement, puis on les tord en spirale serrée pour en faire des câbles capables de supporter des charges colossales. Les ressorts, eux, sont formés par enroulement à chaud ou à froid, selon les conditions dans lesquelles ils devront travailler, que ce soit dans des ascenseurs ou sur des engins de chantier. Mais le plus important, ce n'est pas la forme, c'est l'endurance. Les câbles et ressorts finis subissent des tests de résistance impitoyables. On les étire, on les comprime, on les plie des centaines de fois d'affilée. Tout ça sous l'œil de capteurs qui enregistrent la moindre petite déviation. « 2 milliards de tonnes de déchets chaque année. Imagine un instant, c'est comme 500 000 tours Eiffel, mais faites de bouts toxiques, de cocktails chimiques et de vieux sacs plastiques. Et tout ça, ça ne traîne pas dans un coin. Non, ça part pour un voyage complètement dingue. Aimants géants, bains chimiques, fours brûlants et même des bactéries qui bouffent au le plastique. Oui, c'est du vrai. Prépare-toi, on plonge dans un monde où même la merde est triée par catégorie. Et tu ne pourras plus décrocher. Tout commence quand, quelque part dans une aciérie, quelqu'un a un peu trop chargé la dose. Résultat, une dizaine de tonnes de scories inutilisables. Ou dans un labo, on a renversé un peu d'amour. Et paf, un baril de produits toxiques capable de dissoudre une grenouille. Tout ce bazar part en traitement. Le tri des déchets industriels, c'est comme un marathon pour les costauds. Avec la patience d'un lézard de montagne. Une benne arrive, pleine de trucs colorés, crades, puants, avec une texture franchement suspecte. Maintenant, les pros doivent comprendre ce que contient ce smoothie et où l'envoyer. Selon la Banque mondiale, chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de déchets industriels arrivent dans les centres de traitement. Et environ 30 à 40% doivent être triés à la main ou par des machines ultra précises. Première étape. Contrôle qualité à la main. Des ouvriers en combi choisissent ce qui ne peut pas être recyclé ou ce qui est dangereux. Piles, bidons toxiques, produits explosifs. Oui, ça arrive. Environ 15% de tous les déchets sont triés à la main avant tout automatisme. Un seul opérateur peut trier jusqu'à 2 tonnes de déchets par shift selon le type de matos. Ensuite, les machines prennent le relais. Des aimants géants récupèrent le fer et l'acier. Des séparateurs à induction attrapent les métaux non ferreux. Des scanners optiques à infrarouge ou ultraviolet traitent le plastique, le bois, le verre. Des séparateurs à air soufflent les déchets légers d'un côté, les lourds de l'autre. Tu veux séparer une plume et un écrou? C'est là que ça se passe. Puis viennent les tamis vibrants. Ils filtrent les petites particules comme une passoire à farine, mais version chimique et métallique. Les chaînes modernes de tri peuvent gérer jusqu'à 100 tonnes par heure. Les plus grandes usines, plus de 700 000 tonnes par an. Parfois, avant le tri, on fait une analyse express.
Acidité, toxicité, composition. Parce que si tu crois voir une vieille vis rouillée, mais que c'est en fait un bout d'uranium, tu risques d'aller saluer Saint-Pierre. Environ 5 à 7 lots de déchets sont recalés ici comme ultra dangereux et isolés ou envoyés pour destruction spécialisée. Et là, la magie commence. Les métaux sont envoyés à la refonte. Et là, c'est un vrai concert de métal. Dans les fours, il fait jusqu'à 1500 degrés. C'est ce qu'il faut pour faire fondre l'acier, le fer, le cuivre ou l'aluminium. Tu veux y poser ton café? Il s'évapore avant que tu le serves. Dans ces énormes fours, on jette des tonnes de ferraille et on obtient une masse incandescente qui donnera naissance à des tuyaux, des poutres, des pièces d'auto, voire des électroménagers. C'est un processus ultra énergivore, mais super rentable, car environ 95 métaux sur 100 peuvent être recyclés sans rien perdre de leur qualité. Donc ce vieux boulon rouillé d'un pont. Demain, il sera peut-être dans une voiture électrique. C'est ce qu'on appelle la réincarnation métallique. Et les déchets chimiques? C'est ce qui reste quand un chimiste dit « Oups ». Des acides, des solvants, du pétrole, de la peinture, des réactifs. Ça pue, et ça peut foutre en l'air tout un écosystème. D'une tonne de produits toxiques, on peut tirer jusqu'à 700 kg de résidus inoffensifs, qui seront soit enterrés, soit utilisés comme charge technique. Le reste, on le scelle, et on le range bien loin, comme une vieille rancune. Un sac plastique vit quelques minutes dans ta main et 5 siècles dans une décharge. C'est un criminel déguisé en emballage. Chaque année, on utilise plus de 5000 milliards de sacs dans le monde et la majorité finit n'importe où sauf au recyclage. Recycler le polyéthylène? Une vraie galère. D'abord, il faut les récupérer. Et ils sont partout. Accrochés aux arbres, dans les rivières, sur la tête des pigeons. Ensuite, tri par type de plastique, lavage, séchage, broyage. Le tout devient une sorte de poussière plastique qu'on fait fondre à 170 à 250 degrés Celsius pour en faire des granulés. Ces granulés deviendront de nouveaux sacs, des tuyaux ou des bancs de parc. Mais la réalité est brutale. Moins de 10% du polyéthylène mondial est recyclé. Conclusion, mieux vaut un sac utilisé 20 fois que 20 sacs jetés après une fois. Car même dans une deuxième vie, ce sac peut finir coincé dans un arbre. Au même endroit, on recycle aussi les bouteilles en plastique. Une palette géante, emballée dans du film plastique, avec des dizaines de milliers de bouteilles écrasées, ressemble à un monstre cubique né des déchets. On la pose sur un tapis roulant, et là, le show commence. La machine découpe l'emballage. Les bouteilles dégringolent, comme une avalanche. Le bruit? Un croisement entre une machine à pop-corn et le pupitre de contrôle d'un vaisseau spatial. Ensuite, broyage. Des lames puissantes découpent les bouteilles à une vitesse folle, jusqu'à 500 kg par heure. Le plastique craque, gémit, parfois crache encore du soda ou du jus de fruits. Puis, direction la grosse douche, bain d'eau chaude, bulles, mousse, nettoyage. Et enfin, tout ça part en granulation, début d'une nouvelle vie en banc, en veste ou en pièce d'auto. Pendant que le plastique classique met 500 ans à disparaître, les bio-ingénieurs se sont dit « Et si on le faisait en quelques jours ?» En 2016, des chercheurs japonais ont découvert une bactérie, Ideonella sakaiensis, qui produit des enzymes capables de digérer le plastique.
En labo, ce processus prend entre 6 heures et quelques jours et laisse une matière réutilisable, voire compostable, car elle est déjà presque organique. Dans les années 2020, on a mis la gomme. On a créé des enzymes artificielles encore plus rapides, résistantes à la chaleur, prêtes pour l'industrie. En France, l'usine Carbios a été construite pour lancer le recyclage enzymatique des bouteilles plastiques à grande échelle. Chaque année aux États-Unis, on jette plus de 500 000 aspirateurs, tu te rends compte. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils devenaient ensuite? À l'intérieur de chacun, il y a des kilos de métal, des batteries toxiques, du plastique et des puces électroniques rares. Ces machines ne disparaissent pas comme ça. Elles se transforment en ferraille, qui va parcourir des milliers de kilomètres avant de reprendre vie ailleurs. Et attends, il y a même des pays qui n'ont aucune loi pour gérer tout ça. Dans cette vidéo, tu verras comment on extrait absolument tout d'un vieil aspirateur, du fréon jusqu'à l'aluminium précieux. Ça va bien plus loin qu'un simple recyclage. C'est une véritable bataille contre les déchets électroniques dans le monde entier. Une fois que l'aspirateur ne sert plus, les gens le déposent souvent dans des centres spécialisés pour déchets électroniques, ou alors ils le laissent aux collectes organisées par les municipalités. Tu vois, rien qu'aux États-Unis, on récupère environ 500 000 aspirateurs chaque année. Après la collecte, ils sont transportés vers des centres de recyclage, dans des camions spéciaux, conformes aux normes de sécurité pour le transport de déchets électroniques. Dans ces installations, on démonte complètement les aspirateurs, à la main ou grâce à des systèmes automatisés. Les compresseurs, les moteurs et les pièces métalliques du boîtier peuvent représenter près de 40% du poids total. Par exemple, pour un aspirateur qui pèse 6 kg et 800 g, les pièces en métal peuvent déjà approcher les 3 kg. Le carter extérieur, le capot et tous les autres éléments sont en plastique, ce qui constitue en général la moitié du poids. Pour le même appareil de presque 7 kg, ça fait dans les 3,5 kg. Les 10% restants, ce sont les cartes électroniques, les câbles, les boutons, les capteurs, etc. Comme ils contiennent des métaux lourds, plomb, cadmium, on doit les traiter séparément. Avant de tout démonter, on retire le fréon du système et on enlève aussi les batteries. Et oui, il arrive qu'il y ait des batteries au lithium ou au plomb, et c'est crucial de les gérer correctement. Des pompes à vide et des équipements spéciaux servent à extraire ces substances toxiques, ensuite envoyées dans des centres de traitement pour déchets dangereux. Une fois l'appareil ouvert, chaque type de composant est trié séparément. Les métaux récupérés après démontage sont débarrassés de la peinture, des résidus de plastique, de la graisse et d'autres impuretés, histoire de pouvoir les réutiliser. Première étape, le nettoyage mécanique. On passe les pièces métalliques dans des broyeurs ou des concasseurs pour réduire le métal en fragments plus petits et virer les contaminants légers. Dans les grandes usines, on casse aussi les gros morceaux avec de puissantes presses hydrauliques ou on les découpe. Ensuite, tout ça part sur des cribles vibrants qui séparent la poussière, le plastique résiduel et les particules indésirables. Une fois nettoyé, le métal file vers des séparateurs magnétiques qui extraient les métaux ferreux comme l'acier et la fonte. Résultat,
Chaque matériau est bien isolé avant le traitement suivant. Après le nettoyage mécanique, il reste parfois des traces de peinture ou d'autres revêtements, comme du vernis ou des produits anti-rouille. Pour s'en débarrasser, on utilise le sablage et le nettoyage chimique. Concrètement, on projette d'abord un jet puissant de sable ou de grenaille métallique pour faire sauter le revêtement. Puis on plonge ces pièces dans des bains de solvant, acide ou alcalin, qui dissolvent la peinture et les autres couches restantes. Si la peinture ou le plastique sont vraiment collés, on les envoie dans des fours à très haute température, entre 430 et 540 degrés Celsius. Les résidus organiques brûlent alors, et on récupère le métal à nu. On emploie souvent ce traitement thermique pour l'aluminium et les alliages de cuivre. Une fois nettoyés, les éléments métalliques partent à la refonte dans des fours à arc électrique ou à induction, où ils passent à l'état liquide. Pendant ce processus, on élimine les scories et autres impuretés, et le métal devient fin prête pour une nouvelle utilisation. Les procédés à haute température peuvent traiter jusqu'à 10 tonnes de métal par heure dans les grosses installations industrielles. Avant d'être transportées, les pièces métalliques sont compactées et pressées pour réduire leur volume. Des presses hydrauliques les transforment en briques ou en cubes bien denses. Les petits fragments, eux, sont mis en conteneurs ou en sacs pour faciliter la manutention. La ferraille est ensuite chargée sur des camions, des wagons de train ou des navires, selon la distance jusqu'à l'acierie. Si c'est vraiment loin, on privilégie souvent le rail. Un seul wagon peut transporter 50 ou 100 tonnes de métal. Les camions de ferraille ont en général une benne ouverte, mais on recouvre le chargement avec un filet ou une bâche pour éviter qu'il se disperse. Du coup, une fois recyclé, le métal parcourt facilement plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres, avant de connaître une seconde vie sous forme de nouveaux appareils, de voitures ou de matériaux de construction. Quant au plastique des aspirateurs, on le broie en granulés qui serviront à fabriquer de nouveaux produits en plastique. Ça réduit notre dépendance aux ressources vierges. Les composants électroniques, eux, sont envoyés dans des centres spécialisés dans le traitement des déchets électroniques où l'on récupère des métaux rares et d'autres matières précieuses. Le démontage et le recyclage des aspirateurs aident à diminuer la quantité de déchets qui se retrouvent en décharge. On estime que recycler les déchets électroniques permet d'économiser jusqu'à 60% d'énergie par rapport à la production de métal neuf à partir de minerais. En plus, ça réduit l'impact des substances toxiques sur l'environnement. Les centres de traitement modernes emploient des systèmes de tri automatisés qui augmentent la précision et la vitesse du démontage. Par exemple, des robots équipés de scanners séparent les parties en plastique et en métal par reconnaissance optique, si bien que le temps de traitement d'un seul aspirateur descend à 20 ou 30 minutes. Recycler une tonne d'acier peut faire économiser jusqu'à 1,5 tonne de dioxyde de carbone, soit l'équivalent des émissions d'une voiture pendant 6 mois. Hélas, aujourd'hui, on jette plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde chaque année, et à peine 20% est correctement recyclé. Pourtant, il existe des points de collecte pour les appareils électroniques dans la plupart des régions. Mais dans certains pays,
il n'y a carrément aucune loi ni exigence pour traiter correctement l'électroménager. Beaucoup de gens ignorent qu'on ne peut pas juste balancer son vieux matos à la décharge. Et dans certains endroits, il existe des programmes de recyclage payants. Donc les gens préfèrent tout jeter n'importe comment. Pour les entreprises, c'est souvent moins cher d'acheter des matières premières neuves que de recycler. Du coup, on envoie énormément de déchets électroniques vers des pays d'Afrique ou d'Asie, où ils sont démontés dans des conditions épouvantables. C'est non seulement un problème écologique, tu vois, mais aussi un problème social, parce que des personnes manipulent ces substances toxiques sans aucune protection. Chaque année, mec, on transforme jusqu'à 50 000 buffles à travers le monde pour nourrir des millions de gars avec une viande qu'on appelle le nouveau super-aliment. Incroyable, non? Les archéologues, eux, ils kiffent nous rappeler qu'on chassait ces bestiaux déjà à l'époque préhistorique. Et aujourd'hui, la viande de buffle, elle cartonne partout. Peu de gras, hyper nourrissante. Le top. Il y a plus de 5000 ans, on les a domestiqués pour bosser dur. Mais c'est seulement récemment qu'on a capté leur potentiel côté cuisine. Des fermes géantes sur des milliers d'hectares au labo high-tech pour checker la qualité. C'est toute une industrie, putain. Dans cette vidéo, on va te montrer comment les buffles révolutionnent notre bouffe et pourquoi leur lait, c'est le secret d'une mozzarella à tomber. Reste jusqu'au bout, ça va être savoureux. Les fouilles archéologiques, ça parle clair. Les mecs d'avant, ils traquaient déjà les buffles sauvages en mode préhisto. Aujourd'hui, la viande de buffle, elle commence à détrôner le bœuf. Moins de gras, plus de valeur nutrie. Tu vois le délire? Les buffles d'eau. On a commencé à les élever pour leur viande il n'y a pas si longtemps, si tu compares à leur vieux rôle de bêtes de somme ou de machines à lait. On les a apprivoisés il y a plus de 5000 ans, mais c'est vraiment vers le milieu du XXe siècle, vers 1950, que des fermes se sont lancées dans l'élevage pour la viande, pas juste pour le taf. Et bam, en 1999, et après, la demande explose grâce à ses atouts diététiques. Tu peux y croire, toi? Une grosse ferme à buffles, avec plusieurs milliers de têtes. C'est pas rien, des pâturages immenses, des enclos bien pensés, où on les élève, on les nourrit, on les bichonne. Il y a aussi des installations modernes, pour traire. Ouais, parce que le lait de buffle, c'est de l'or. Des ateliers pour bosser la viande, et même des labos pour être sûr que tout est au nickel. Ces fermes, elles peuvent s'étaler sur 500 à 5000 hectares. Voire plus, selon le nombre de bêtes et l'objectif. Souvent, t'as des coins pour le pâturage libre, mais aussi des hangars pour la bouffe, la traite ou la transformation. Les buffles, comme tous les gros bestiaux, ils boivent un max. Du coup, t'as des points d'eau partout, des bassins artificiels ou des lacs naturels, genre étangs, pour qu'ils puissent s'abreuver direct. Voilà comment ça tourne. Sur ces fermes, t'as aussi des unités pour bosser la viande. Hyper crucial si l'objectif, c'est la production de bœuf à bouffer. Ces ateliers, ils gèrent tout, de l'abattage à l'emballage, prêt à vendre. Dans les abattoirs, on passe à l'action. Les bêtes sont abattues, la viande a été nettoyée, refroidie. Ça peut prendre quelques heures, voire une journée, selon la météo et le matos. Ensuite, on découpe. On enlève les os, les trucs inutiles, et on prépare le tout. Ça peut partir au congèle, au fumage ou en produits transformés. Saucissons, steak, tu vois l'idée. À la fin, on emballe, sous vide ou pour les rayons des supermarchés.
On colle une étiquette et c'est parti. C'est carré, non? Dans une grosse ferme en Inde ou en Thaïlande, qui bosse pour le marché mondial, on peut traiter entre 10 000 et 50 000 buffles par an. Ça assure un niveau de fou et des livraisons réglo. Cette intégration verticale, du champ à l'assiette quoi, permet aux fermes de tout contrôler, de réduire les coûts et de rester dans la course sur les marchés internationaux. Élever un buffle, ça prend entre 2 et 3 ans, selon la race, les conditions et ce que veut le client. Les petits, ils naissent après 10 mois de gestation, comme les autres gros bestiaux. Simple, efficace. Regarde ça de plus près, tu vas kiffer. À la naissance, les petits veaux, ils pèsent entre 30 et 40 kilos, pas plus. On les surveille grave, parce que les premières semaines, c'est tendu pour leur croissance. Ils tètent le lait de leur mère, la base, hyper riche en nutriments. Les bébés buffles restent avec elles 2 ou 3 mois, selon la ferme et le plan. Là, le lait maternel, c'est leur carburant principal, mais petit à petit, on leur file du foin, des céréales, des mélanges pour booster leur régime. Après, on les sépare, direction des enclos à part pour grandir ou en groupe au grand air, selon le style de la ferme. Une fois largués, ils passent au substitut de lait, histoire de tenir jusqu'à ce qu'ils bouffent que du végétal. C'est parti pour la suite. À ce stade, les buffles passent en mode bouffe sérieuse. Herbes, foin, céréales, tout y passe. Ils grandissent et les fermiers checkent leur santé, leur poids, leur vibe générale. Les buffles à lait, eux, peuvent commencer à produire après leur premier petit, vers 2 ans à peu près. Mais avant ça, ils sont déjà bien baraqués. Pour les buffles à viande, c'est l'heure de prendre du muscle, selon la ferme, le menu, la race. Ce temps-là, c'est de la croissance pure. Ils empilent la masse jusqu'à être prêts pour l'abattoir, une fois le poids idéal atteint. Ça roule comme ça. T'imagines la bête? Pour l'abattoir, un buffle à viande, ça tape entre 450 et 650 kg en moyenne, selon la race et l'élevage. Les buffles d'eau, on en trouve partout, mais l'Inde, c'est le boss. 60% du cheptel mondial, mec. En Europe, genre en Italie, on élève des buffles à lait pour la mozzarella. Et là, c'est autre chose. Une bufflonne, elle peut sortir entre 1500 et 3000 litres de lait par an, plus que pas mal de vaches. Et ce lait, avec 8% de gras, c'est le rêve pour les fromages. Ces bêtes, elles peuvent vivre jusqu'à 25 ou 30 ans, mais pour bosser, on les garde jusqu'à 10 ou 15 ans, selon si c'est pour le lait ou la viande. En Inde ou au Pakistan, ils servent encore à labourer les champs, surtout dans les zones humides. Des machines vivantes, quoi. Chaque heure, on cuit plus de 2 millions de donuts à travers le monde. Et les plus grosses usines peuvent en produire jusqu'à 20 000 par heure. Dingue, non?
Mais comment de simples boules de pâte deviennent-elles si régulières, moelleuses et croustillantes? Que se cache-t-il dans les coulisses de géants comme Krispy Kreme ou Dunkin' Donuts? Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce processus hypnotique. Des mixeurs géants à la rivière brûlante d'huile, en passant par la cascade de glaçage et le remplissage ultra précis des garnitures. Comment garantit-on la qualité de chaque donut? Et au fait, quel est le point commun entre un donut et un défilé militaire? Restez jusqu'au bout. Vous allez le découvrir. Dans les immenses usines, comme chez Krispy Kreme ou Dunkin' Donuts, la pâte est préparée dans d'énormes mélangeurs industriels, capables de contenir de 100 à 300 kg de préparation. On y déverse des tonnes de farine, avant d'ajouter levure, lait, œufs, beurre et sucre. Tout est automatisé. La farine arrive directement de gigantesques silos, transportés par des tuyaux qui la déversent dans le mixeur. Certains sites utilisent même des doseurs automatiques hyper précis pour peser la quantité exacte nécessaire. Les ingrédients liquides, lait, œufs, beurre, sont stockés dans d'énormes réservoirs, puis acheminés par des pompes, via des conduits, jusqu'au mélangeur. La levure et le sucre sont aussi ajoutés grâce à des distributeurs automatisés qui gèrent pile la dose au bon moment. De gigantesques mélangeurs en spirale ou planétaires travaillent alors la pâte jusqu'à lui donner la consistance idéale, lisse, moelleuse et légèrement collante, prête pour l'étape suivante. Dans ces grosses usines, on ne parle plus en kilos par jour, mais carrément en tonnes. Une fois pétrie, la pâte est laissée au repos dans de grands récipients, le temps que la levure fasse effet. Ça peut durer de 30 minutes à plusieurs heures, selon la recette. Ensuite, la pâte est dirigée vers des doseurs spécifiques. Parfois un grand sac muni d'une valve, parfois un système de conduit qui pousse la pâte par portion. De gigantesques rouleaux l'aplatissent ensuite pour obtenir une épaisseur d'environ 1,5 cm ou 2 cm. Le principe? 2 cylindres parallèles qui tournent et réduisent progressivement l'épaisseur de la pâte. Des capteurs laser vérifient la régularité de la couche et une petite centrale de contrôle ajuste la pression des rouleaux si nécessaire. Vient alors la découpe. De grands emporte-pièces automatiques, semblables à des tampons géants, forment de parfaits anneaux. Les trous du donut peuvent être recyclés pour former de petites boules ou resservir plus tard. Certains systèmes arrivent à découper jusqu'à 5000 donuts par minute, alignés au millimètre, comme un véritable défilé militaire de pâtisserie. Dès qu'on a découpé la pâte en forme de donut, elle est déposée avec soin sur un tapis roulant. Parfois, les usines utilisent des plateaux grillagés pour que l'air circule de façon homogène pendant la phase de levée. Surtout, on évite de secouer ou de manipuler brusquement les donuts, sinon ils perdraient leur forme. Le tapis avance donc lentement et emmène ses beignets en devenir dans une chambre de fermentation. Là, il fait environ 40 degrés Celsius avec 75% d'humidité, les conditions idéales pour que la levure se développe. Les donuts gonflent, deviennent plus légers, prêts pour la friture. Si on les laissait refroidir d'un coup, ils finiraient tout plats et caoutchouteux, comme une vieille semelle. Ensuite, place à l'une des étapes les plus spectaculaires. Les donuts voguent sur une rivière d'huile brûlante, grâce à un convoyeur friteuse spécialement conçu.
Quand les donuts tout gonflés sortent de la chambre chaude, ils glissent en douceur sur le tapis roulant et plongent direct dans un bain d'huile bouillante. L'huile brille de reflets dorés, chauffée à 180 degrés. Les donuts sont d'abord immergés d'un côté. Des bulles minuscules apparaissent aussitôt sur les bords, crépitant dans un sifflement frénétique. Ce méga friteuse peut cuire jusqu'à 200 donuts simultanément. L'huile enveloppe chaque pièce pour former une croûte fine et dorée. Le tapis avance à un rythme savamment calculé, juste assez pour obtenir la texture parfaite. Vient alors le moment magique. Un mécanisme retourne les donuts d'un seul coup. Ils rebondissent légèrement, comme de petites balles caramélisées, avant de se dorer sur l'autre face. L'air se remplit d'une odeur sucrée, de beurre fondu et de pâte chaude. Et tout ça en seulement 45 secondes par face. Dès qu'ils sont à point, les donuts remontent sur une grille qui laisse l'excès d'huile s'écouler, puis ils filent directement vers le glaçage et le fourrage. Si vous avez déjà vu la phase de glaçage chez Krispy Kreme, vous savez à quel point c'est hypnotique. Les donuts avancent sur le tapis, passant sous une cascade de glaçage chaud. Cette crème sucrée, à environ 60 degrés, enrobe chaque donut de façon parfaitement homogène. Elle se fige en quelques secondes, formant une couche brillante qui fond littéralement en bouche. On raconte que certains tunnels de glaçage sont si efficaces qu'ils peuvent en recouvrir 3 millions par jour. Après cela, on remplit les donuts de confiture, crème ou chocolat. Des aiguilles percent le beignet sur le côté pour injecter la garniture. La machine dose pile la quantité requise, entre 15 et 30 grammes de fourrage par donut. Pour le nappage au chocolat ou au caramel, les donuts passent sous une fontaine chocolatée, puis des jets d'air à grande vitesse retirent l'excédent. Des bras robotisés les saupoudrent de brisures, de noisettes ou de décors en sucre. Des caméras vérifient la qualité du glaçage pour garantir un résultat impeccable. Le dernier acte, c'est la phase de refroidissement et d'emballage. Les donuts traversent alors de longs tunnels réfrigérés à environ 15 degrés, avant d'être conditionnés, soit automatiquement, soit manuellement dans des boîtes. Les plus grands sites peuvent sortir jusqu'à 20 000 donuts par heure. Imaginez, 5 000 donuts façonnés à la minute. En 2017, il y a même eu un championnat de dégustation aux États-Unis. Un certain Joey Chestnut a avalé 55 donuts en 8 minutes. Sérieux ? 55. Ça fait 11 000 calories. Et ce record n'a jamais été battu. Alors qui sait ? Peut-être que vous pourriez devenir le prochain champion. Bon courage! Au fait, saviez-vous que le fameux trou au milieu du donut est né par hasard? La légende raconte qu'en 1847, un marin américain du nom d'Anson Gregory en a eu marre du centre pas assez cuit et il a tout bonnement transpercé la pâte avec son couteau pour que ça cuise mieux. Voilà à quel point ce délice est ancien. Aujourd'hui, il existe un nombre incalculable de recettes. Aux États-Unis, dans des usines ultra automatisées, les donuts sont parfois si légers qu'on ne les compte même plus un par un, mais en kilos pour être précis. On peut avoir 16 à 20 donuts glacés classiques au kilo. Alors que pour les mini, on monte à 50 ou 65. Et pour ceux avec une garniture, on tombe à 10 ou 14 seulement. Ce qui est déjà énorme, vu que la pâte à donut est hypersensible à l'humidité ambiante.
Au moindre changement, il faut ajuster la farine ou la levure. Bref, voilà la folle aventure du donut. De la pâte crue à la bouchée croustillante. Alors, prêt à tester vos limites? Ou juste à saliver devant ce festin? Profitez-en. Le monde des donuts est vaste et il y en a pour tous les goûts.